Bruce was really ahead of his time. So he called me up and said, I want to do a movie with a fight scene that everyone will remember called Return of the Dragon. He said, would you come over? Bruce Lee et Chuck Norris. Pourquoi tant d'acteurs refusaient de travailler avec le dragon bienvenu sur Autrefois célèbre? Aujourd'hui, Chuck Norris révèle enfin la vérité sur Bruce Lee. L'appel qui a tout changé. Bruce était vraiment en avance sur son temps. Il m'a appelé et m'a dit « Tu sais, je veux faire un film avec une scène de combat dont tout le monde se souviendra, appelée La Fureur du Dragon. » Il a ajouté « Viendrais-tu » Il était le nom le plus redoutable dans les arts martiaux, celui qui pouvait arrêter un homme en plein assaut d'un seul mouvement. Mais derrière la présence légendaire de Bruce Lee à l'écran se cachait une vérité choquante. Des coups de pied circulaires, des coups de pied de latéraux en plein visage, on se disait « Waouh, Bruce Lee et Chuck Norris, c'est comme ça que je me suis mis aux arts martiaux ». De nombreux acteurs ont refusé de travailler avec lui et ont refusé d'expliquer pourquoi. Pendant des décennies, Chuck Norris est resté silencieux, suivant l'exemple de ses collègues experts en arts martiaux. Mais maintenant, à 85 ans, il brise enfin le silence sur pourquoi tant d'acteurs refusaient de travailler avec Bruce Lee. Bruce était un individu d'un type rare, la condition physique était sa vie. Et c'était la peur, pas la célébrité, qui tenait les gens à distance du dragon. Rencontre avec une légende, c'était l'été 1966 dans les cercles animés mais restreints des arts martiaux d'élite à Los Angeles, lorsque Chuck Norris et Bruce Lee se sont croisés pour la première fois. En surface, il ne pouvait pas sembler plus différent. Chuck Norris, le champion discret. Norris, un champion de karaté discret mais redoutable, avait déjà remporté de nombreux titres, y compris le prestigieux titre de champion de karaté professionnel poids moyen qu'il détiendrait pendant 6 années consécutives. Bruce Lee, le révolutionnaire en devenir Lee, pendant ce temps, naviguait encore dans les débuts de sa percée à Hollywood, travaillant comme Kato dans The Green Hornet, tout en préparant discrètement une tempête qui redéfinirait la perception mondiale des arts martiaux. Une convergence organique. Leur rencontre n'était pas un affrontement médiatisé ou orchestré pour le spectacle. Elle était bien plus subtile, une convergence organique de deux esprits destinés à remodeler le monde des arts martiaux. Ils se sont rencontrés par des connaissances communes dans la communauté des arts martiaux, attirés l'un par l'autre, non par la compétition, mais par une curiosité insatiable et une soif de croissance. Plutôt que de tester leurs forces dans des arènes publiques, les deux légendes ont choisi l'intimité. À huis clos, dans des dojos silencieux ou même dans le calme de maisons privées, ils s'entraînaient ensemble, souvent pendant des heures. Pas de caméra, pas de public. Juste de la sueur, du silence et une passion partagée. L'échange de connaissances. Leurs sessions étaient plus que du sparring. C'était des symposiums de technique et de philosophie. Ce que Norris apportait Norris, ancré dans le monde structuré du Tang Soo Do et du karaté américain, apportait à la table un arsenal de techniques de coups de pied hauts, précis, puissants, et rarement vu dans les systèmes chinois traditionnels. Ces coups de pied latéraux étaient dévastateurs, ces coups de pied circulaires nets et économiques. Ces techniques fascinaient Lee, qui croyait toujours en l'adaptation et l'absorption de ce qui était utile, quel que soit le système. Ce que Lee apportait. En échange, Lee exposait Norris à un tourbillon de mouvements fluides et imprévisibles. Son Jeet Kune Do, encore à ses débuts embryonnaires, mais déjà puissant, portait une philosophie révolutionnaire. Intercepter les attaques, plutôt que d'attendre pour les bloquer. Utiliser la voie la plus directe. Frapper non seulement avec les mains, mais avec l'intellect. La vitesse de main de Lee était surnaturelle. Son jeu de jambes imprévisible, sa capacité à lire le prochain mouvement de son adversaire frôlait la clairvoyance. L'échange mental. Mais au-delà du physique, c'était l'échange mental qui définissait leur lien. Ils pouvaient me rester assis pendant des heures à discuter. Des limites, des styles rigides, de la philosophie derrière le combat. De la psychologie du combattant Norris était frappé par l'accent mis par Lee sur l'absence de forme, sur l'idée qu'un véritable artiste martial devait s'adapter comme l'eau, prenant la forme de tout défi, traversant la résistance
plutôt que de l'affronter de front. Les difficultés d'Hollywood, mais les techniques d'arts martiaux n'étaient pas le seul sujet que ces deux légendes discutaient à huis clos. À l'époque, Bruce Lee avait déjà remarqué qu'Hollywood essayait de le mettre à l'écart. De nombreux acteurs ne répondaient pas à ses invitations pour des castings, tandis que d'autres refusaient carrément de travailler avec lui. Les exécutifs d'Hollywood insistaient pour le cantonner à des rôles qui le limitaient. Il perdait espoir de faire plus, de devenir plus un ami loyal. Mais en Chuck Norris, Bruce Lee trouva un ami loyal, quelqu'un vers qui se tourner en cas de besoin, à la fois sûr et hors écran. Ce qui émergea de leur temps ensemble n'était pas une rivalité, c'était de l'alchimie. Ils avaient allumé quelque chose l'un dans l'autre. Et bien qu'ils deviendraient par la suite des icônes de manière très différente, leur rencontre en 1966 fut une détonation silencieuse qui altéra à jamais le cours des arts martiaux en Occident. La naissance de la fureur du dragon. Ainsi, lorsque Bruce Lee décida de tout donner dans un film qu'il réaliserait et dans lequel il jouerait, il n'avait aucun doute sur la personne qu'il voulait choisir comme antagoniste. Et ainsi naquit la fureur du dragon, Way of the Dragon, et le monde assista à quelque chose qui allait changer la définition même des combats d'arts martiaux. L'affrontement au Colisée, plus qu'un combat. En 1972, la relation entre Bruce Lee et Chuck Norris avait évolué, passant de partenaires de sparring amicaux à quelque chose de bien plus profond. Des collaborateurs artistiques sur le point de graver leur nom dans l'histoire du cinéma. Cette évolution culmina avec La Fureur du Dragon, le premier film réalisé par Bruce Lee où il prit une décision créative audacieuse. Il choisit Chuck Norris, alors sextuple champion du monde de karaté, comme adversaire culminant à l'écran. Le décor légendaire. Le décor, nul autre que le légendaire Colisée romain, un lieu aussi dramatique et chargé d'histoire que l'affrontement lui-même. Mais c'est là que la réalité et la légende commencent à se brouiller. Un tournage non autorisé. La séquence du Colisée n'était pas autorisée. Il n'avait ni permis de tournage, ni filet de sécurité, ni temps pour les erreurs. Pour concrétiser la vision, Lee et son équipe ont secrètement soudoyé des gardes locaux pour leur accorder 1 heure. Seulement 60 précieuses minutes pour tourner ce qui deviendrait la scène de combat d'arts martiaux la plus emblématique jamais filmée. Il n'y avait pas de marge d'erreur. Et pourtant, dans cette fenêtre d'opportunité volée, quelque chose d'intemporel fut créé. L'authenticité pure. Il n'y avait pas de doublure, pas de fumée ni de miroir. Ce que vous voyez à l'écran est exactement ce qui s'est passé. 2 maîtres de leur art testant non seulement leurs limites physiques, mais aussi leur capacité à raconter une histoire. De longues prises ininterrompues mettaient en valeur leurs compétences en temps réel. La vitesse fulgurante de Lee contre la puissance brute et ancrée de Norris. Le rythme était sporadique, une danse de souffle, de sueur et de violence contrôlée. Et le silence de l'amphithéâtre antique ne faisait qu'amplifier chaque coup, chaque chute, chaque regard. Une confrontation philosophique. Mais au-delà de la physicalité, la chorégraphie portait un point narratif rarement vu dans les films d'action. Ce n'était pas juste un combat, c'était une confrontation philosophique. Le personnage de Lee représentait la fluidité, l'adaptabilité et la philosophie orientale. Celui de Norris incarnait la rigidité, la tradition et la force brute. Au fur et à mesure que le duel progressait, Lee démantelait progressivement la forme de Norris, non seulement physiquement, mais aussi idéologiquement, montrant le triomphe de la flexibilité sur la force, de l'expression de soi sur la répétition mécanique. Un sourire dans la défaite. Mais contrairement à de nombreux acteurs qui avaient eu la chance de partager un plateau avec Bruce Lee et qui en étaient repartis furieux après avoir été humiliés, Chuck Norris perdit le combat avec un sourire sur le visage. Ce qui fait perdurer le duel. Ce qui fait perdurer le duel de La Fureur du Dragon n'est pas seulement son éclat technique, mais son âme. Ce n'était pas un spectacle tape à l'œil. C'était une méditation épurée sur le combat, filmée dans une arène vieille de 2000 ans construite pour les sports sanguinaires, résonnant désormais d'un autre type d'affrontement qui transcendait la violence pour approcher l'art. Une déclaration artistique. Pour Bruce Lee, ce n'était pas juste un combat final dans un film, c'était une déclaration, un chef-d'œuvre,
une chance de fusionner la philosophie avec les points, le cinéma avec le combat, l'héritage avec la légende. Et en Chuck Norris, il trouva le contrepoids parfait, pas un méchant, mais un rival digne, un homme qui, comme le Colisée lui-même, pouvait se tenir droit face à la grandeur, même dans la défaite. La confession d'une légende. Il est rare qu'un combattant du calibre de Chuck Norris fasse un tel aveu. Sextuple champion du monde de karaté invaincu, membre du panthéon des arts martiaux et icône d'Hollywood, Norris a passé des décennies au sommet de la discipline physique. Mais quand le nom de Bruce Lee est évoqué, il y a un changement dans son ton, moins de compétition, plus de révérence. L'aveu choquant. S'il s'agissait d'un vrai combat, a confessé Norris un jour, sa voix calme et inébranlable, Bruce m'aurait battu. C'est une déclaration qui a stupéfié les fans du monde entier, non seulement à cause de celui qui la prononçait, mais parce qu'elle contredisait profondément la bravade habituelle des légendes des arts martiaux. Mais Norris n'exagérait pas. Il parlait d'expérience. Les premières sessions. Les deux hommes s'étaient régulièrement entraînés ensemble à la fin des années 1960, alors que tous deux étaient des étoiles montantes dans le monde des arts martiaux. Au début leur style s'opposait comme le jour et la nuit. Le bagage traditionnel de Norris en Tang Soo Do et karaté mettait l'accent sur des coups de pied puissants, le contrôle et la structure Lee, encore en train de développer ce qui deviendrait le Jeet Kune Do, étaient tout en vitesse et improvisation, un tourbillon non orthodoxe de techniques de mains explosives et de réflexes fulgurants. Lors de nos premières sessions, je pouvais le surpasser en coups de pied, se souvient Norris. C'était ma spécialité. Mais Bruce n'avait pas besoin de gagner le premier round, il avait juste besoin d'observer. L'étudiant parfait ? Bruce Lee était un étudiant au sens le plus pur. Chaque session de sparring était une salle de classe. Il analysait les schémas de mouvement, identifiait les écarts de timing, puis les démantelait. Pas par la force brute, mais en utilisant les forces de son adversaire contre lui. En quelques semaines, l'équilibre du pouvoir commença à changer. Lee commença à intégrer les techniques de Norris dans son propre combat, mais avec une touche personnelle. Il utilisait les coups de pied circulaires, signature de Norris, comme des amorces, des feintes, voire des diversions. Il les réinventait, raccourcissant leur exécution, les combinant avec des pièges à main, les masquant derrière une vitesse aveuglante. L'esprit aiguisé, mais ce n'était pas seulement le côté physique de Bruce Lee qui le rendait imbattable. Selon Norris, c'était son esprit, aiguisé, stratégique et singulièrement concentré. Bruce ne se battait pas pour marquer des points, dit Norris, il se battait comme si sa vie en dépendait. Cette mentalité de survie, de domination, de ne jamais hésiter, donnait à Lee un avantage que peu d'adversaires pouvaient gérer. Il ne vous combattait pas, il combattait tout ce qui se dressait entre lui et la victoire. La peur, la douleur, l'ego, tout cela disparaissait quand Bruce entrait en mode combat. L'imprévisibilité totale. Et contrairement à de nombreux combattants, il ne s'appuyait pas sur des routines. Il n'y avait pas de plan à suivre. Un jour, il était boxeur. Le lendemain, escrimeur. Le surlendemain, bagarreur de rue. Il fusionnait les styles et les philosophies avec aisance, le rendant dangereusement imprévisible. Norris décrirait plus tard cela comme « essayer de se battre avec un fantôme qui pense 10 étapes à l'avance ». Respect mutuel. Malgré la nature hypothétique de la question, qui gagnerait ? Il n'y avait jamais de véritable rivalité entre les deux. En fait, ils se respectaient profondément. Norris a joué face à Lee dans La Fureur du Dragon, un chef-d'œuvre cinématographique qui présentait l'une des scènes de combat les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Pourquoi Hollywood le craignait ? Malgré l'éclat cinématographique de Bruce Lee, son charisme à l'écran et son art martial révolutionnaire, un schéma étrange émergea à Hollywood. De nombreux acteurs, même des stars établies, refusaient catégoriquement de travailler avec lui. L'illusion versus la réalité. Pour un œil non averti, cela pouvait ressembler à un problème d'emploi du temps ou à des différends créatifs. Mais ceux qui connaissaient les rouages internes d'Hollywood murmuraient une vérité plus troublante. Bruce Lee avait une présence qui transcendait la performance. Sur le plateau, il ne jouait pas seulement, il rayonnait de maîtrise, il n'exigeait pas l'attention, il la gagnait. Sa confiance n'était pas du genre fabriqué qu'Hollywood récompense souvent, mais la certitude
calme et létale de quelqu'un qui s'était entraîné avait saigné et s'était poussé au-delà des limites humaines ordinaires. On va lui montrer la boxe chinoise. Ouais, la boxe chinoise. Il était authentique, et c'est ce qui les terrifiait, l'authenticité inébranlable. Dans une industrie bâtie sur l'illusion, Bruce Lee était d'une authenticité inébranlable. Chaque mouvement, chaque regard, chaque réplique qu'il livrait venait d'une expérience vécue profonde, pas d'une répétition. Il était le guerrier. Et pour les acteurs qui avaient fait carrière en prétendant l'être, c'était déstabilisant. Son excellence ne se contentait pas d'éclipser les autres, elle les exposait. Les murmures venimeux. Il y avait des murmures derrière les portes closes, des rejets chuchotés lors de soirées ou dans les coulisses, le qualifiant de « trop ». J'ai entendu des gens dire qu'il était un imposteur, déclara Norris, le bon public. Mais voici la chose. Ces mots venaient toujours du mauvais public. Norris expliqua que ces murmures ne venaient jamais de ceux qui s'étaient entraînés avec lui, avaient sparé avec lui, ou s'étaient tenus face à lui dans un studio ou un dojo. Non, ces gens ne murmuraient pas. Ils le respectaient. Même ceux qui ne l'aimaient pas le craignaient. Les sceptiques restaient en marge, lançant des pierres de loin, peu disposés à tester leurs doutes dans le ring. La vérité sans filtre. Bruce représentait quelque chose qui mettait beaucoup de gens mal à l'aise. La vérité sans filtre. Il n'avait pas besoin de doublure. Il n'avait pas besoin de ralenti pour paraître rapide. Il n'avait pas besoin de câbles pour voler. Son corps, son esprit et son âme opéraient donc déjà à un niveau que la plupart ne pouvaient ni imiter ni égaler. Et cela le rendait dangereux à Hollywood, pas parce qu'il était belliqueux ou arrogant, mais parce qu'il était indéniable. Il perturbait le système sans même essayer. Son existence même était un défi à la norme. L'authenticité de Lee était sa plus grande menace pour les insécures, pour ceux qui avaient bâti des empires sur des façades. Il était l'incarnation de la réalité. Et dans un monde alimenté par l'illusion, cela était profondément intimidant. La révolution du Jeet Kune Do Bruce Lee ne secouait pas seulement Hollywood. Il ébranlait les fondations même des arts martiaux, alors que beaucoup s'accrochaient à des disciplines anciennes et à des formes rigides transmises à travers les générations. Lee rejetait audacieusement cette rigidité. Il voyait des failles dans la tradition, surtout quand la tradition devenait dogme, la naissance d'une philosophie. Et ainsi, il créa quelque chose de son cru, le Jeet Kune Do, la voie du point qui intercepte. Ce n'était pas seulement un style, c'était une philosophie, une rébellion, un plan pour l'évolution, fluide, réactif, vivant. Là où d'autres systèmes d'arts martiaux étaient liés par la forme et la cérémonie, le Jeet Kune Do de Lee était fluide, réactif et vivant. Il empruntait des techniques à la boxe, l'escrime, le judo, même aux bagarres de rue. Si cela fonctionnait, cela restait. Si cela ne fonctionnait pas, peu importe son ancienneté ou sa révérence, cela était mis de côté. L'indignation des puristes. Cette approche hérétique secouait le monde traditionnel des arts martiaux jusqu'à son cœur. Les puristes étaient outrés. Ils l'appelaient irrespectueux briseur de règles. Renégat. Mais Bruce n'essayait pas d'insulter leur tradition. Il essayait de les transcender. Le rôle de Chuck Norris. Chuck Norris, l'un des rares contemporains dignes de Lee, joua un rôle crucial dans ce processus évolutif. Il introduisit Bruce à des techniques avancées de coups de pied hauts, quelque chose de peu mis en avant dans le style de base de Lee, le Wing Chun, qui privilégiait le combat rapproché et les coups de pied bas. Mais Bruce, toujours l'éponge, maîtrisa ces techniques en un temps record, les adaptant avec une précision effrayante, un tournant historique. Ce fut un tournant. Cela prouva une vérité fondamentale de la philosophie de Lee. La connaissance n'a pas de hiérarchie quand la vérité est l'objectif. Peu lui importait d'où venait la technique. Il se souciait seulement de savoir si elle fonctionnait, si elle pouvait mettre fin à un combat rapidement et efficacement. De cette manière, le Jeet Kune Do n'était pas un rejet des arts martiaux. C'était leur évolution. Prédire le MMA moderne. L'approche de Lee prédit l'essor des arts martiaux mixtes modernes des décennies avant qu'ils ne deviennent un phénomène mondial.
Alors que d'autres se disputaient sur la lignée, Bruce construisait un style pour le monde réel, adaptable, instinctif, dévastateur. Mais cette philosophie visionnaire entrait en conflit avec les gardiens d'Hollywood et des arts martiaux traditionnels. Il ne se contentait pas de briser leurs règles, il exposait leurs limites. Les critiques qui n'ont jamais combattu. Malgré la révérence qu'il gagnait en coulisses, Bruce Lee n'était pas étranger à la critique. Des critiques bruyantes et cinglantes venant principalement de ceux qui ne l'avaient jamais affronté. Les accusations infondées. Il le rejetait comme une star de cinéma. Un technicien flashy, plus préoccupé par le spectacle que par la substance. Certains disaient même qu'il était un imposteur, quelqu'un qui chorégraphiait ses combats pour avoir l'air impressionnant mais éviter la vraie confrontation. L'ironie douloureuse. Mais l'ironie était douloureuse et révélatrice. Pas un seul de ses critiques n'a jamais relevé le défi. Pas un seul n'a osé se parer. Comme Chuck Norris, l'un des pères les plus respectés de Bruce, l'a dit sans détour, les gens qui critiquaient Bruce étaient toujours ceux qui ne l'avaient jamais combattu. Les vrais combattants savaient mieux. Le témoignage des champions. Joe Lewis, l'un des champions de karaté à contact plein les plus redoutés d'Amérique, s'entraîna sous Bruce et lui attribua le mérite d'avoir déverrouillé un nouveau niveau de conscience dans son approche du combat. Lewis était déjà d'élite, mais avec Bruce, il devint chirurgical. Il commença à comprendre les angles, le rythme et la tromperie. Il ne s'agissait pas seulement de frapper ou de donner des coups de pied plus forts, il s'agissait de synchroniser son souffle avec celui de l'adversaire. Lire. Son prochain mouvement, à travers le plus léger tressaillement de son épaule, Mike Stone, un autre poids lourd dans le circuit compétitif, confessa un jour que la vision de Bruce des arts martiaux avait modifié toute sa vision du monde. Lee enseignait que le combat n'était confiné à aucun ensemble de règles, ni au karaté, ni à la boxe, ni au style de qui que ce soit. Il croyait qu'adhérer à la tradition au détriment de l'évolution était la mort de l'efficacité. Ce qui le rendait dangereux, c'est ce qui le rendait dangereux. Pas juste sa vitesse, pas juste sa force, mais son esprit. Un esprit qui défiait les fondations même de l'orthodoxie martiale. La validation par le mouvement Bruce Lee n'avait jamais besoin de validation par des trophées ou des ceintures. Sa preuve résidait dans son mouvement, dans sa précision, dans la manière dont des combattants entraînés se figeaient sous sa présence. Il se déplaçait comme l'eau, oui, mais une eau sous pression, une eau avec un but. Que ce soit dans une ruelle sombre, un petit dojo ou un plateau de tournage animé, Bruce contrôlait l'instant. Chaque instant à l'écran, il était électrisant. Hors écran, il était indéniable. Les critiques parlaient, mais les combattants savaient, ceux qui n'ont pas refusé. Et tandis que de nombreux acteurs refusaient de travailler avec le dragon, ceux qui connaissaient personnellement Bruce Lee auraient tout fait pour partager un écran avec lui. Ainsi, lorsque Lee offrit à Chuck Norris le rôle de son antagoniste dans son film, Norris n'hésita pas une seconde à accepter. Et le reste, comme on dit, est de l'histoire. L'héritage qu'ils ont construit, ensemble. La fureur du dragon n'était pas censée changer le monde, du moins pas au début. Bruce l'avait conçu comme un projet passionnel, quelque chose de personnel destiné au public asiatique et filmé avec un budget limité à Rome. Mais le destin avait de plus grands projets, un phénomène mondial. Ce qui commença comme un film d'arts martiaux de niche explosa en un phénomène mondial. Et bien que la chorégraphie de combat éblouissante et les décors européens exotiques captivèrent l'attention du public, c'était quelque chose de plus élémentaire qui les gardait scotchés. Quelque chose d'indicible. C'était la chimie électrisante entre deux titans. Le boxeur chinois, Bruce Lee, et Chuck Norris, des opposés parfaits. Sur le papier, ils étaient opposés. Bruce, le guerrier philosophe iconoclaste de Hong Kong, fluide et philosophique dans ses mouvements, Chuck, le champion de karaté américain discipliné, ancré et mécanique dans ses frappes. Mais lorsqu'ils montèrent enfin sur cette scène romaine antique pour leur duel légendaire au Colisée, ils ne firent pas seulement une scène de combat, ils immortalisèrent un moment, une danse, pas une bataille. Chaque mouvement était empreint de respect mutuel, chaque coup, une conversation, chaque pose, un reflet d'admiration, plutôt que d'animosité.
C'était moins une bataille qu'un ballet, une démonstration épique que les arts martiaux pouvaient être à la fois brutaux et beaux. Le lien en coulisses. En coulisses, leur lien était plus profond que ce que l'écran permettait. Lorsque Bruce Lee choisit Chuck Norris, il savait qu'il ne refuserait pas de travailler avec lui, comme tant d'autres acteurs d'Hollywood. Norris comprenait à quel point Lee était puissant, innovant et fort, et agissait en conséquence. Il apportait avec lui des décennies d'expérience compétitive, un état d'esprit de champion, une envie d'apprendre de la vision cinématographique de Lee, leur amitié, construite sur la sueur, le sparring, et une philosophie partagée était l'une des rares à Hollywood intacte par l'ego. Une porte d'entrée. Ensemble, ils ne chorégraphièrent pas seulement un combat, ils chorégraphièrent un mouvement. La fureur du dragon n'était pas juste un film, c'était une porte d'entrée. Il propulsa les arts martiaux des dojos faiblement éclairés et des théâtres de niche sous les feux aveuglants du cinéma mondial. Bruce Lee ouvrit cette porte avec son charisme brut et ses idées révolutionnaires. Chuck Norris aida à la maintenir ouverte, portant la discipline en Occident et inspirant des générations avec sa puissance stoïque et son dynamisme implacable. Un héritage mesurable. Leur héritage ne se mesure pas en vente de billets ou en trophées, il se mesure dans chaque enfant qui a noué une ceinture noire autour de sa taille après avoir vu ce film, dans chaque film d'action moderne qui ose rendre les combats poétiques plutôt que chaotiques, dans la révérence silencieuse que chaque artiste martial éprouve pour ce moment où deux légendes se rencontrent, non pas comme ennemis, mais comme égaux, le dernier mot de Chuck sur Bruce Lee. Après des décennies de silence mesuré, laissant le monde parler en murmures et spéculations, Chuck Norris, aujourd'hui à 85 ans, brise le silence sur pourquoi les acteurs refusaient de travailler avec Bruce Lee. Et ce qu'il a dit n'a pas seulement résonné dans les cercles d'arts martiaux. Cela a envoyé des ondes de choc à travers Hollywood, à travers l'histoire et à travers les cœurs de chaque personne qui s'est jamais demandé ce que c'était de se tenir à côté d'une légende. Tu veux te battre ? Je t'affronte. Une vérité qui brûlait, ce n'était pas une phrase choc bon marché, ce n'était pas un titre accrocheur, c'était une vérité qui brûlait sous la surface depuis des années, une vérité trop lourde à exprimer, jusqu'à maintenant. Les acteurs ne refusaient pas de travailler avec Bruce Lee parce qu'il était difficile. Ils ne l'évitaient pas à cause de l'ego ou de l'arrogance. La vérité était bien plus humiliante et bien plus inspirante. Ils refusaient parce qu'ils ne pouvaient pas suivre. Une présence qui démantelait les illusions. La présence même de Bruce Lee sur un plateau ne se contentait pas de capter l'attention. Elle démantelait les illusions. Son talent, sa discipline, son intensité n'étaient pas performatifs. Ils étaient réels, tangibles, intimidants. Se tenir à côté de Bruce Lee, c'était comme se tenir à côté d'une flamme. Beau, fascinant, mais dangereux si vous n'étiez pas forgés dans le même feu. Il exposait la fragilité des façades, le genre de vérité qui fait trembler les hommes, non pas de peur, mais de la réalisation qu'ils se tenaient à côté de quelque chose de transcendant. Les mots de Chuck Norris. Il ne jouait pas seulement les arts martiaux, dit Chuck, il était un artiste martial. Il ne jouait pas, il le vivait, le respirait. Et quand vous voyez cela en personne, soit vous vous élevez à l'occasion, soit vous fuyez. Chuck Norris ne parle pas avec envie, il ne parle pas avec regret, il parle comme l'un des rares à avoir tenu tête à Bruce Lee et à avoir vécu pour porter ce souvenir avec révérence, avec clarté, avec quelque chose proche de l'amour. La vérité. Simple, voilà pourquoi tant d'acteurs refusaient de travailler avec Bruce Lee. Non pas parce qu'il était méchant, non pas parce qu'il était difficile, non pas parce qu'il était arrogant, mais parce qu'il était réel. Et dans une industrie construite sur l'illusion, la réalité peut être la chose la plus terrifiante de toutes. Bruce Lee était un miroir qui reflétait la vérité. Et beaucoup d'acteurs n'aimaient pas ce qu'ils voyaient dans ce reflet. L'exception, Chuck Norris. Mais Chuck Norris était différent. Il n'avait pas peur de ce miroir, il l'embrassait, il apprenait de lui, il grandissait avec lui. Et c'est pourquoi leur amitié, leur collaboration, leur héritage ensemble reste si puissant aujourd'hui, parce que Chuck Norris était assez courageux pour se tenir aux côtés de la grandeur sans se sentir diminué par elle. Il était assez humble pour apprendre d'un maître, et il était assez fort pour honorer cet héritage des décennies plus tard. Réflexion finale.
Bruce Lee et Chuck Norris nous ont donné plus qu'un film emblématique. Ils nous ont donné une leçon sur l'authenticité, être vrai dans un monde de faux-semblants, l'humilité, apprendre de ceux qui sont meilleurs que nous, le courage, se tenir aux côtés de la grandeur sans peur, le respect, honorer ceux qui nous élèvent, l'évolution, grandir au-delà des limites traditionnelles. La question universelle. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un de si talentueux que sa simple présence a changé la façon dont vous vous perceviez? Quelqu'un dont l'authenticité vous a forcé à confronter vos propres illusions? Quelqu'un qui vous a fait réaliser que vous jouiez un rôle au lieu de vivre votre vérité? Partagez vos pensées dans les commentaires. Conclusion, l'héritage éternel. Bruce Lee est parti trop tôt, à seulement 32 ans, le 20 juillet 1973. Mais son impact résonne encore aujourd'hui, plus de 50 ans après sa mort. Et Chuck Norris, à 85 ans, continue de porter ce flambeau avec dignité, respect et une honnêteté rafraîchissante. En révélant pourquoi tant d'acteurs refusaient de travailler avec Bruce Lee, Chuck ne cherche pas à rabaisser ses acteurs. Il cherche à élever Bruce, à rappeler au monde ce qu'était vraiment la grandeur. Le message final. La grandeur n'est pas l'arrogance, la bravade, l'illusion, la façade. La grandeur est l'authenticité, la discipline, la passion, l'évolution constante. Le respect pour tous ceux qui partagent le chemin. Bruce Lee incarnait cette grandeur. Chuck Norris l'a reconnue, l'a honorée et continue de la célébrer. Et nous, qui regardons leur héritage des décennies plus tard, nous pouvons apprendre de leur exemple. Soyez authentiques, soyez disciplinés, soyez passionnés, évoluez constamment et respectez ceux qui vous élèvent. C'est l'héritage de Bruce Lee et Chuck Norris. C'est l'héritage du dragon et du champion. Merci d'avoir regardé Autrefois célèbre. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré, si elle vous a fait voir Bruce Lee et Chuck Norris sous un nouveau jour, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires légendaires, likez cette vidéo pour montrer votre soutien, commentez avec vos réflexions et expériences personnelles, partagez avec ceux qui apprécient des vraies histoires de grandeur, prochainement sur Autrefois célèbre. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons une autre rivalité légendaire d'Hollywood, une autre histoire de courage, de trahison et de rédemption. Ne manquez pas ça. À très bientôt pour une nouvelle légende. Sois comme l'eau, mon ami. Bruce Lee. J'ai appris plus de mes défaites que de mes victoires. Chuck Norris. Ces deux citations résument parfaitement l'essence de leur relation. Fluidité, humilité et croissance éternelle. C'est ça, le véritable héritage des légendes.